Ok, donc on doit faire semblant que c'est hyper parfumé. Attends, je recommence. Hop. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, Pauline nous ouvre les portes de son jardin et de sa cuisine pour nous faire découvrir de la graine à l'assiette. Je suis aussi avec Colin, passionné de nature et d'environnement. Et la thématique du jour, c'est se réenchanter par l'alimentation. Bonjour Pauline, bonjour Colin. Comment allez-vous ce matin? Super bien, le soleil, belle compagnie. Ravi d'être là. Ça ne peut qu'aller bien avec ce magnifique jardin et ces belles personnes. Merci Pauline de nous accueillir chez toi. L'idée, c'est d'aller cueillir un peu dans ton jardin, de découvrir en quoi ton jardin est nourricier, et même une forêt-jardin. On te suit. Ok. Tu nous emmènes peut-être là où C'est il y a des parti. choses à découvrir. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le jardin et ça dépend le temps que vous avez parce que j'ai recensé l'année passée, il y a plus ou moins 250 espèces comestibles différentes de végétaux, arbres, arbustes et plantes spéciales. Donc je vous en présente quelques-unes, un petit échantillon. Ça c'est dans ton jardin, c'est le jardin en particulier ou dans nos jardins de nos villes, il y a Celui-ci, souvent beaucoup de plantes aussi à manger. Oui, c'est dans le mien parce que j'ai décidé d'inviter beaucoup de plantes. Ouais, c'est ça. Et autant des plantes qui se cultivent, mais surtout des plantes sauvages que j'ai réintroduites au jardin. Alors, je vous propose de vous présenter le cynorhodon parce qu'on est en plein dans la saison. Il nous invite là par ces petits faux fruits, j'appelle ça des faux fruits, enfin on appelle ça communément des faux fruits, parce qu'en fait c'est le résultat du réceptacle floral après avoir été pollinisé, qui va devenir un espèce de fruit charnu, mais le vrai fruit en fait il est à l'intérieur. Vous voyez, ça, les petits akènes, c'est ça qu'on appelle les vrais fruits. Voilà. Et c'est bourré de petits poils et donc il faut faire attention de ne pas les consommer à moins qu'on en veuille faire un remède spécifiquement pour éliminer des petits vers, des petits parasites au niveau intestinal. Tout à fait. Manger cru comme ça? Alors ici je vais vous montrer, on va le manger cru. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai ouvert et alors je gratte ici avec mon ongle ou avec tu peux faire ça. Et si vous enlevez les petites graines et les poils, vous n'avez plus que le réceptacle en lui-même et alors vous pouvez le croquer. Ça, c'est quand le cynorhodon est encore dur. Et alors les poils, pour que ce soit médicinal, dans quelle façon on les Alors consomme? il y a différentes manières. Je sais qu'il y a des recettes où on les mélange avec du miel et on les avale pour vraiment qu'au niveau intestinal ça irrite aussi les petits vers. Parce que c'est irritant, c'est pour ça qu'on les enlève pour pas se. C'est ce qu'on appelle aussi le poil à gratter dans la famille du rosier sauvage. C'est un rosier sauvage qu'on appelle le Rosa canina. Canina parce qu'il traitait aussi des maladies liées aux chiens. Par exemple, les morsures de chiens qui sont enragés, par exemple, on utilisait cet arbre pour nous en prémunir. Alors là, je vous ai fait goûter un cynorhodon qui est encore dur, mais il commence à y avoir certains qui sont un peu plus mous parce qu'ils ont plus mûri. Et s'ils n'ont pas assez mûri, on peut aussi attendre les premières gelées. Et alors là, ils vont devenir blettes et on va pouvoir le consommer différemment. Je vais essayer de vous en trouver un et je vous montre. Hop. Alors, je sais qu'il y en a déjà cette saison. Là, parce ça, que c'en est pas, non? il faut qu'ils soient... Ouais, voilà, exactement. On y est. Merci Romain, bravo. Alors là, regardez, ici les blettes et donc on ne va pas faire le même travail qu'on vient de faire. On va simplement presser dessus pour sortir la petite pulpe et je te laisse l'honneur de goûter. Et comme ça, là vous n'avez pas les poils et c'est juste la petite pulpe. Et on est faire attention de ne pas pousser jusqu'à ce que les poils sortent. Voilà, tu ne fais pas sortir les poils et les petits grains, mais les poils sont attachés aux grains, donc tant que les grains ne sortent pas. Et donc ça c'est une manière de déguster le cynorhodon en balade. Vous savez que nos anciens, les nomades, ils mangeaient sur le chemin. Donc ils mangeaient des baies en permanence avant de se sédentariser. Et donc c'est gai aussi en balade de pouvoir consommer des petites baies.
Et alors comment, si on se balade dans la forêt, on arrive à les reconnaître, ces cynorhodons, ces rosiers sauvages? Alors, il y a plein d'espèces différentes, mais tous sont comestibles, donc il n'y a pas de risque de confusion entre eux. Si je vois des baies rouges comme ça, c'est comestible? Non, toutes les baies rouges ne sont pas comestibles, merci, on est bien d'accord. Tu pars sur le rosier qui est vraiment un arbuste qui fait du bois. Donc la base, c'est vraiment du bois, et systématiquement, tu as plusieurs tiges qui partent de la base. Tu as typiquement, en fait, c'est une plante de la famille des rosacées. Alors ici, on ne le voit pas spécifiquement, mais c'est de la même famille que les fraisiers, par exemple. Et on voit toujours ce système de feuilles séparées en 4, 5, 6, ici 2, 4, 6, 7 même, 7 feuilles. Et alors, typiquement, le fait qu'il soit épineux, et c'est typiquement, on le voit bien là, des épines très crochues. On le sent vraiment passer quand on se fait prendre dans un buisson, ça nous accroche vraiment fort et c'est pas très agréable d'ailleurs, donc il faut être un peu délicat quand on manipule. Et puis alors le cynorhodon, cette baie rouge, si tu la prends et tu la reconnais par rapport à ce qu'on a déjà, vu, à l'intérieur, ça tu peux pas te tromper, quoi. Et ces propriétés diététiques diététique, on y est. C'est un des fruits sauvages de chez nous qui est le plus riche en vitamine C, avec d'autres plantes qui poussent par chez nous aussi. Je pense à la baie d'argousier par exemple, ou la baie d'aronia. Ici, quand on analyse sa teneur en vitamine C, elle est plus de 88 fois plus riche en vitamine C qu'une orange à poids égal. Donc c'est de la puissance. Quand on dit qu'il faut manger des oranges en hiver, qui ne viennent pas forcément de chez nous, en fait on a tout ce qu'il faut dans nos natures. Et ça, on peut les récolter si on a un rosier sauvage ou tout ça, et les conserver chez soi, ou alors ils vont se... Alors, tu peux les conserver, donc ce que je disais tout à l'heure, soit tu les manges crus et tu les grignotes comme ça. Alors c'est du travail, mais c'est sympa quand on est en famille de refaire le monde en grattant le petit cynorhodon. C'est toujours des choses qu'on faisait. Dans le temps, la cuisine, c'était la pièce centrale. C'est là que toute la vie de la famille se passait. Et on pelait les châtaignes, on travaillait les cynorhodons, les faînes, les glands, etc. Et donc moi j'aime bien passer du temps à chipoter des... Voilà. Alors c'est quoi la saison dont on peut les consommer? C'est à partir de début de l'automne, dès qu'ils sont formés en fait, dès qu'ils sont formés, qu'ils sont bien rougis, qu'ils ont cette forme-là et cette taille-là, même s'il y a des espèces qui font des plus gros cynorhodons. Et alors tu peux le consommer tout l'hiver tant qu'ils sont sur l'arbre. Sauf qu'après les premières gelées, ils vont devenir blettes, mais tu peux toujours les consommer et les conserver. Et donc pour répondre à ta question, la conservation, en fait, tu peux, une fois qu'ils sont blettes, ou les rendre blettes en les passant au congélateur pendant une nuit par exemple, tu peux les transformer en purée. Et ça, je peux vous faire goûter, j'ai une purée, une confiture en fait, parce qu'on rajoute un petit peu de sucre pour la conservation. Et on peut même en faire du ketchup sauvage indigène, où tu rajoutes un peu de vinaigre, du jus de pomme, des épices, et tu as vraiment cette sensation de petite sauce qui s'accommode avec des tas de plats comme un petit chutney ou quoi. Et très bien pour attaquer l'hiver. Exactement. Ou même pendant l'hiver. Et pendant l'hiver, pour remonter le système immunitaire. Je ne vous fais pas la liste des vertus, mais c'est des vertus vraiment, une liste vraiment longue, d'autant plus que chaque partie peut être exploitée en médicinal et en alimentaire. Les jeunes pousses, les fleurs, je ne sais pas si vous voyez, les fleurs des rosiers sauvages, de jolies petites roses très sobres, très, très jolies, en général 5 pétales et plutôt rose pâle. On peut aussi les utiliser, en faire du sirop, en tisane, des sirops, des gelées, des loukoums en mode turc, donc des pâtes de gelée de rose. Merci. Première découverte. Le rosier. Le rosier. On a tous des rosiers. C'est tout à fait. Le cynorhodon. Vraiment une plante de chez nous, quoi. On la trouve partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton jardin? Alors qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Mais ça dépend de la saison, et c'est ça qui est gai, c'est que chaque saison il y a ses petits trésors, et donc on varie les plaisirs. Ici en automne on est plutôt sur les fruits, les baies, les oléagineux comme le noyer que vous voyez ici, les noisettes. Alors il y a un châtaignier qui est en phase de grandir. Donc il y a la diversité des plaisirs à chaque saison. Et ici il y a une herbe que j'aime beaucoup, qui est présente quasiment toute l'année
Et là, on est en automne, c'est ce qu'on appelle le deuxième printemps des plantes sauvages, avec l'arrivée un peu moins de canicule et le retour des pluies d'automne. On a toute une série de nouvelles pousses qu'on peut reconsommer comme des jeunes salades et les jeunes pousses du printemps. Alors ça, c'est une de mes préférées, et alors je vais te proposer de la goûter. Vous la connaissez peut-être, hein, c'est l'égopode. Alors beaucoup de gens l'appellent, surtout les jardiniers, l'appellent le cauchemar du jardinier, parce qu'elle est très envahissante. Okay. Mais moi, j'aime bien la nommer le rêve du cuisinier, parce que c'est une plante qui est très très intéressante à exploiter en cuisine sous toutes formes différentes. Je vais vous accompagner, hein, je vais la déguster aussi. Est-ce qu'elle vous fait penser à un légume en particulier, un légume connu, cultivé, classique? Du cerfeuil? Ouais, exactement, cerfeuil. Ouais, j'aurais dit la même chose. Moi, elle m'inspire aussi les fans de carottes. Ah oui. Le céleri, même la carotte, ouais, le persil aussi. Ouais. C'est un peu un mélange, et en fait, c'est toutes des plantes de la même famille. Donc l'égopode est de la famille des ombellifères, des apiacées. Et apiacées, en latin, c'est apium, c'est la famille des céleris. Et c'est toutes des plantes qui sont très intéressantes, mais dans le milieu sauvage, on a aussi des grandes toxiques dans cette famille. Vous connaissez peut-être la ciguë, qui est de la même famille. Et donc, quand on a affaire à des ombellifères, on est prudent. Parce qu'il y a, alors, en Europe, on a recensé plus ou moins 150 plantes vraiment toxiques sur 12 000 plantes vasculaires. Donc, c'est pas énorme, mais c'est important de les connaître et d'éviter les confusions. Et on sait que dans la famille des ombellifères, celles qui font des fleurs en forme d'ombelle, d'où le nom ombellifère, on est méfiant. Sauf celle-ci parce qu'elle n'est pas du tout confondable avec la ciguë qui est plutôt confondable avec de la fan de carotte, quoi. Okay. Alors, je vais juste vous montrer, parce que ça vaut le coup d'apprendre à la reconnaître. Alors, ici, j'ai une petite affiche avec son nom, parce qu'avec les plantes sauvages, comme beaucoup de plantes, mais surtout les plantes sauvages, pour être certain de l'identification à 100%, on travaille avec le nom latin. Et le nom latin, souvent, nous indique des choses sur la plante pour apprendre à la reconnaître ou à s'en souvenir. Aegopodium, ça fait référence à, en origine grecque, on parle de aegospodos et on parle du pied de chèvre. Alors, on le voit ici quand on tire la tige vraiment à la base de la terre, ici peut-être qu'on le voit un peu plus, tu vois, ça fait comme un petit sabot de chèvre. Voilà, ça c'est une première manière de la reconnaître. La petite chèvre. Ouais, la petite chèvre, exactement. D'accord. Alors ça c'est une première manière de la reconnaître et pas la confondre avec d'autres. Ensuite, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si tu vois Colin, la forme de la tige, tu la dirais comment? Plutôt triangle. Exactement, triangulaire, sauf que le dessus, tu peux le voir, exactement, il est creux, et donc moi j'appelle ça la plante de bien vue, c'est un V en dessous et un U au-dessus. Ça c'est intéressant aussi, ça ne veut pas dire que toutes les plantes qui ont cette tige-là sont de l'égopode, mais c'est un critère en plus. Et puis ici vous avez une feuille, 3x3. Et voilà, et tu connais la 3x3, alors, sauf que tu es au courant que les néerlandophones ne calculent pas de la même manière que nous, parce que parfois on peut trouver des égopodes avec 7 feuilles. Et donc 3x3, ça fait, voilà, ici par exemple, on peut avoir typiquement, et il ne faut pas s'inquiéter, celle-ci, elle s'est soudée, alors que normalement on a 3 petites parties de folioles. Voilà, donc parfois elles se soudent, donc c'est entre 5, 6 et 7, entre 7, 8 et 9 feuilles. Voilà. Avec ça, ces critères tout simples, parfois la base de la tige est un peu rougeâtre, ici elle est encore jeune mais elle va devenir rougeâtre, et alors les fleurs en ombelle blanche. Et là vous avez tous les critères pour la reconnaître, et si vous êtes quasi sûr que c'est de l'égopode, vous êtes dans la nature, vous voulez confirmer, ben vous la goûtez. On utilise le goût en général en dernière possibilité pour la décrire, pour être sûr de ne pas se tromper. Et alors vous avez ce petit goût très raffiné, très rafraîchissant du céleri, du persil. Voilà. Ok, et on mange tout jusqu'à la racine? Alors la racine, je ne connais pas d'usage, en fait ça fait des petits rhizomes, c'est ça qui fait que c'est hyper, ça se multiplie très fort. Je ne connais pas beaucoup d'usage de la racine, tu pourrais, il n'y a pas d'indication que c'est, enfin je n'en connais pas en tout cas, comme quoi elle n'est pas comestible, mais tu peux la consommer toute l'année à l'état de jeune pousse. Alors tout à l'heure en cuisine on pourrait l'utiliser vraiment comme un condiment à la place du basilic, avec les dernières petites tomates de la serre par exemple. Et puis comme elle pousse en abondance, on l'utilise aussi cuite en soupe, dans des quiches, des purées, voilà. Ça me fait vraiment penser à un légume vert qu'on peut utiliser dans une soupe. Exactement.
à la place de tous les légumes à feuilles vertes dans toutes les préparations. Ouais, c'est ça. Et alors, j'imagine que ça vous intéresse d'avoir des infos sur ces vertus médicinales. Bien sûr. Justement, dans la lecture du nom latin, on a podagraria, et podagraria, ça fait référence à la podagre. La podagre, c'est le nom ancien d'une maladie, peut-être que vous avez entendu parler, qu'on appelle la crise de goutte. Ah oui. Crise de goutte. Et on l'appelle d'ailleurs, on la surnomme dans ses nombreux surnoms, on l'appelle l'herbe goutteux. L'herbe goûteuse parce qu'elle aide, dans ses nombreuses vertus, elle est aussi diurétique. Et en fait, elle aide à éliminer l'excès d'acide urique qui crée ces inflammations au niveau des articulations. Comme l'ortie. L'ortie aussi, tout à fait, elle a cette vertu-là, tout à fait. Oui. Elle est aussi tonique, comme l'ortie, elle est digestive. Et alors, c'est une grande plante reminéralisante, comme l'ortie aussi, qui est très riche en magnésium, en calcium, en phosphore, potassium, vitamine C, un petit peu de silice. Et tout ça, ça va aider à la consolidation, au maintien de nos structures articulaires. Est-ce qu'on peut l'inviter dans nos jardins? Oui. Tu peux bien sûr. Donc en fait, il n'y a rien de plus simple. En fait, tu viens prélever les fameuses petites racines rhizomes et tu viens le faire. La seule chose que je vous conseille, c'est qu'elle soit vraiment cadenassée, entre guillemets, délimitée, parce que sinon elle va se répandre. Alors en soi, si on a un grand jardin, on peut avoir une zone rien que d'égopodes, mais elle va prendre le dessus sur tout le reste. Donc ça, c'est un choix à faire. Mais donc pour éviter que ça devienne le cauchemar du jardinier, voilà, nous on a enfoncé des ardoises en fait de 10-15 cm dans le sol. Voilà. Alors il y en a de temps en temps qui tombent si j'ai pas enlevé les fleurs qui sont montées en graines. Alors parfois ça peut se disséminer aussi par la graine. Et tu l'utilises toute l'année? Oui, dès février, dès février. Sur l'hiver. Et alors, elle va redisparaître. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut repartir plusieurs fois sur l'année. Donc, tu la fauches, tu la récoltes, tu la consommes, ou tu l'utilises en mulch, comme tu veux, en couverture de sol dans tes cultures. Et elle va repousser spontanément. Donc, tu peux la faucher plusieurs fois sur l'année. Et donc, en automne, elle va retomber, entre guillemets, une fois qu'elle aura fini son cycle. Et là, en général, peut-être qu'il y a une petite pause, je dirais, entre décembre, janvier, mais dès février-mars, tu peux commencer, en fonction des régions évidemment, tu peux commencer à avoir des nouvelles pousses. Ouais. Ce qui tombe bien parce que justement, à la fin de l'hiver, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de plantes diurétiques, dépuratives, qui éliminent les toxines et qui ramènent des minéraux, puisqu'on épuise nos réserves de minéraux, de oligo-éléments pendant l'hiver pour stimuler notre système immunitaire. Et donc c'est vraiment une plante aussi de l'hiver, mais de toute l'année par définition. Ouais. Ce que je trouve très beau dans ton jardin, c'est qu'il y a des plantes de forêt qui sont venues s'y inviter, qu'il y a des arbres nourriciers. C'est ce concept de forêt-jardin. C'est ça que j'ai annoncé au début. Que tu as invité plein de plantes sauvages, de plantes médicinales et de plantes qui vont être mangées dans ton jardin. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En fait, c'est la forêt nourricière, forêt jardin, on nomme ça de différentes manières, forêt comestible. Mais forêt comestible, moi j'aime bien parce que c'est mon métier de l'alimentation. Mais en fait, il n'y a pas que des ressources comestibles qu'on peut retirer d'une forêt jardinée, puisqu'on peut aussi retirer du bois d'œuvre, du bois de chauffage, on peut retirer des ressources d'artisanat aussi, tinctoriales. Et médicinales évidemment. Mais donc ces forêts jardins, en fait, c'est un concept, c'est une proposition, c'est un des outils de la permaculture qui a été proposé par Robert Hart dans les années 80 en Angleterre. Et en fait, il a démarré sur un jardin de 500 mètres carrés, donc la moitié de ce petit jardin des zones périurbaines. Et donc, il ne faut pas s'attendre à une énorme étendue. Pour faire une forêt jardin, il faut une énorme étendue. Ça peut se faire dans son jardin, absolument, tout à fait. Et ce que j'aime beaucoup avec le principe de la forêt jardin, c'est que c'est clairement une des propositions de système agricole qui est le plus innovant et le plus prometteur par rapport aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui, sociétaux, écologiques, parce que justement il va utiliser toute la fertilité du sol et exploiter dans le beau sens du terme le sol dans son maximum en termes de production nourricière. Donc on va produire beaucoup plus sur une petite surface et en plus tous les avantages des arbres s'y retrouvent, à savoir l'entretien du sol, la couverture du sol pour garder un sol vivant et avoir un sol beaucoup plus productif. Et donc la caractéristique principale de la forêt nourricière,
c'est d'avoir plusieurs strates, c'est-à-dire des étages de végétation, de l'arbre aux arbres moyens, aux arbustes fruitiers, et puis à toute la sphère des herbes, des plantes herbacées à différents étages, aussi les plantes qu'on cultive pour les racines. On a aussi un étage, une strate qui est la plante grimpante qui permet de cultiver en hauteur pour gagner de la place sur le sol. Les Romains par exemple, ils cultivaient leurs raisins sur 15-20 mètres de haut dans les arbres en fait, pour gagner de l'espace. Et alors quand je dis un concept innovant, en fait c'est un concept qu'on se réapproprie mais qui existe depuis la nuit des temps. Dans les forêts d'Asie du Sud-Est et ailleurs dans le monde, on jardine depuis la nuit des temps. Les hommes qui vivent dans la forêt jardinent les forêts. Et c'est quoi jardiner une forêt? C'est intervenir dans le sens où on va tailler les arbres et en fait quand ils tapent la machette pour passer ou pour créer leur maison, ils vont stimuler l'arbre à rester toujours productif pour ne pas arriver à son stade final de développement, pour qu'il soit plus productif, pour qu'il y ait plus de biodiversité. On a montré aussi qu'un arbre taillé va capter beaucoup plus de CO2 par exemple, de carbone. Donc ça a plein d'avantages de maintenir un arbre taillé et en plus de ça on va faire rentrer de la lumière, donc on va créer des clairières parce que vous voyez dans la forêt comme chez nous, la forêt de Soignes par exemple, la forêt de hêtres, il n'y a pas grand-chose qui pousse au pied parce qu'il n'y a pas de lumière qui est amenée. Et donc on va amener les arbres pour tous les avantages des arbres et pour augmenter les strates de culture. On peut aller jusqu'à 9, jusqu'à 11 strates différentes parfois, mais on va ramener de la lumière. Donc on va créer des espaces de clairière. C'est pour ça qu'il y a dans le jardin, à l'avant aussi, il y a pas mal de zones de silence paysager pour ramener la lumière, pour que la lumière profite aux strates inférieures. Voilà. Est-ce que tu peux nous illustrer ça avec une partie de ton jardin? Ouais. Comment tu as montré ces différentes strates, designé votre jardin? Tout à fait, oui. Ces concepts-là mis en œuvre. Oui, tout à fait. Ouais. On y va? Là, le jardin, la maison, le potager, la forêt nourricière, partout. Alors ici, en fait, il y a encore 2 ans et demi, c'était un parking avec du gravier, de la terre tout à fait morte. Et donc on a intégré beaucoup de terre beaucoup plus fertile. Et on a créé une petite forêt nourricière qui est en plein développement, puisqu'on a planté une quarantaine d'arbres et d'arbustes rien que sur l'avant de la maison. Et donc c'est un peu pour vous montrer ce principe de planter assez rapproché un arbre et chaque fois 2 arbustes au pied. Vous voyez, il y a 1,5 m, 2 mètres maximum. Et alors au pied, on va vraiment exploiter avec toute une série de plantes médicinales, aromatiques, culinaires. Voilà, donc le soleil vient de là et donc l'idée c'est que ce soleil puisse profiter à un maximum de végétaux et donc ne pas créer d'ombre portée avec d'autres végétaux devant. Donc c'est pour ça qu'on a fait une grande clairière. C'est aussi un espace de vie pour la famille, pour les groupes qui viennent découvrir le jardin. Et donc on travaille avec des associations d'arbres, d'arbustes qui sont vraiment rapprochés. Donc on exploite l'espace sur la terre et sur le sol et avec toute une série de plantes au pied. Et alors c'est pour aussi ne pas créer une monoculture et permettre aussi à chaque plante de s'entraider aussi. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est la force de la diversité. Ouais. C'est pour optimiser la diversité et d'associer les cultures entre elles. C'est la diversité, tout à fait. C'est ça. Et, par exemple, champignons et arbres, en fait, ça ne peut pas, par exemple. Et nous, tout est en symbiose. Et c'est ces interactions bénéfiques qui vont aussi participer à la fertilité du système lui-même. Et donc, il n'y a plus besoin d'agents intrants puisque chaque plante a un rôle à jouer dans toutes les fonctions. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est juste en fait laisser aussi la nature faire et en fait, elle se débrouille déjà très bien depuis déjà très longtemps. Elle se débrouille mieux, en fait, vachement mieux. Et donc, finalement, une monoculture, mais on doit vraiment l'entretenir. Et être là derrière elle et une forêt-jardin. Et la forcer parce qu'on l'a dénaturée. Oui, c'est ça. Et une forêt-jardin, là par contre, on peut vraiment beaucoup plus s'en détacher. Oui, alors il y a de l'énergie à mettre dans la conception, parce qu'il faut bien réfléchir à toutes ces interactions dont on veut profiter. Et puis une fois que c'est implanté, effectivement, il y a juste la taille des arbres, mais qui peut se faire de façon très spontanée et au fur et à mesure. Ce n'est pas des énormes journées de travail. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la permaculture, c'est vraiment une science bio-inspirée. Donc, on observe comment fonctionne la nature et comment elle fonctionne beaucoup mieux et comment les espaces naturels sont beaucoup plus fertiles et beaucoup plus productifs. Et donc, on est juste un petit chef d'orchestre, ou j'aime même pas le mot de chef. On est au service de la nature, mais on la laisse faire et on laisse toutes ces possibilités, effectivement. Je trouve ça très joli.
ces différentes feuilles, fleurs, ces différents étages, et aussi cette beauté esthétique, ou cette partie esthétique-là. Eh bien oui, et pour moi, la beauté sauvera le monde. Hein. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dostoïevski. Pour moi, la nourriture du beau, on en a besoin pour enchanter notre monde et se faire du bien. Ça passe par là aussi, clairement. Ouais, tu nous amènes en cuisine. Avec plaisir. Pour qu'on continue cette exploration. Avec plaisir. Bon, on est maintenant en cuisine. On est revenu avec tous nos petits ingrédients et d'autres que tu as cueillis un peu avant pour que tu nous montres quelques petites recettes des choses du jardin qu'on peut faire en cette saison. Avec grand plaisir. On peut commencer par une macération à froid. Une macération à froid, c'est le même principe que l'infusion, sauf que c'est pas à chaud mais que c'est à froid. Et donc je prends une bouteille d'eau, de l'eau filtrée de préférence. Tu veux ajouter les framboises dedans, voilà. Oui. Donc un peu de fruits, des fruits de saison. Ici on a les framboises. Et puis je vais rajouter à la place du citron quelques petites feuilles d'oseille. Vous pouvez en goûter pour voir, pour saisir la fraîcheur qui ramène un peu le citron. Voilà. Je vais rajouter aussi de la mélisse. J'adore la mélisse. La mélisse citronnelle qui nous donne ces petits parfums exotiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'herbes qui poussent spontanément ou cultivées chez nous, qui ont des parfums d'épices d'ailleurs. Et donc on peut cultiver chez nous des herbes d'ici, mais au parfum d'ailleurs. Je parlais de ça il y a quelques jours en cuisine, en disant que je cuisinais beaucoup avec des épices d'Inde ou d'Asie, et que j'aimerais beaucoup plus apprendre un peu mieux à cuisiner nos herbes avec ces goûts qui rappellent peut-être le cumin. Le cumin, tu as le carvi, la vanille, elle est amenée par le mélilo quand tu le fais sécher, le clou de girofle, il est amené par la racine de bois. Qu'est-ce que tu mets là ? Là, je mets du lierre terrestre. Lierre terrestre que je vous ai montré tout à l'heure en infusion à chaud. C'est une très belle plante de l'arbre respiratoire qu'on utilise dans les asthmes bronchiques ou les bronchites et qui fluidifie le mucus. C'est une très bonne plante d'hiver, elle est là toute l'année elle aussi. Voilà. Ça, ces plantes, tu les as dans ton jardin, et tu as une spirale aromatique. Une spirale aromatique. Tu les as à différents endroits. J'ai plein de petits parterres qui sont semi-sauvages, beaucoup de plantes que j'ai invitées. C'est ça que j'aime bien avec les plantes sauvages, c'est qu'à la fois c'est une possibilité d'aller s'immerger dans la nature, de libérer le mental, réapprendre à lire le paysage, se connecter au vivant, mais aussi ramener les plantes sauvages chez nous pour ramener aussi ce sauvage dans nos cultures et dans nos jardins. Et donc voilà, il y a beaucoup de plantes qui sont venues d'elles-mêmes, spontanément, parce que le sol était propice et accueillant. Et puis d'autres que j'ai proposé d'inviter et qui sont restés ou qui se sont déplacés parfois pour un meilleur endroit. Donc voilà, vous avez vu. Il y en a qui enlèvent les plantes, toi tu remets des plantes. T'as tout compris. Moi je ne désherbe pas, j'en ai. Ils se disent mais là je voulais pas être ici, je veux être là dans ton jardin et ils se déplacent un peu. Tout à fait, j'en ai retrouvé comme ça qui n'étaient pas contentes de l'endroit où je les avais mis et je pensais les avoir mis au bon endroit. Voilà, donc vous avez vu, assez simple, hein. De l'eau, des fruits, des herbes un peu hachées pour améliorer l'infusion des parfums et des arômes. Voilà. Et une macération, on peut la boire après combien de temps de macérat ? Alors, dans l'idéal, une demi-heure minimum pour avoir quand même un minimum de parfum, mais on peut le faire la veille quand on reçoit les invités ou quand on sait qu'on a envie de... Voilà, ça peut être la veille, oui. Là, tu as vraiment... Plus tu la laisses longtemps, plus le goût... Les arômes vont se transférer dans l'eau. Tout à fait. Voilà. J'ai hâte d'être dans une demi-heure. Rendez-vous dans une demi-heure pour celle-là. Alors, je vous ai promis quelque chose et donc, comme je l'ai promis, je vais vous faire goûter. Ah là, je croyais que j'avais besoin d'un homme pour ouvrir la confiture de cynorhodon, nos faux fruits de l'églantier. Alors, je te laisse l'honneur de commencer. Merci. C'est une chouette confiture. Voilà, regarde, c'est tout sirupeux, onctueux. Ah ouais, dingue. Je dirais du petit marron, du marron. Ah oui, la confiture de châtaigne. Confiture de châtaigne, oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de saveurs, quoi. C'est puissant, hein. C'est puissant, quoi. Ouais, vraiment. Puissant. Et vous goûtez le potentiel ketchup qu'on peut aller retirer là, en rajoutant encore quelques ingrédients. Oui, en épicant un peu. Ouais. Et ça, c'est avec... il en faut beaucoup ? Alors, il en faut beaucoup. Alors, on dit souvent quand on offre une confiture de cynorhodon à quelqu'un que c'est vraiment un grand signe d'appréciation et d'amour parce que ça prend beaucoup de temps à réaliser. Et c'est ça que je disais, on passe des après-midi à couper et à préparer la pulpe de cynorhodon. Et donc, soit tu les prends crus et tu les cuis,
Soit tu les prends en blettes, comme on a vu tout à l'heure, et tu presses juste le jus ou tu le passes au passe-vite. Et puis une fois que tu as la chair, ou la pulpe qui est cuite, tu la mélanges avec du sucre et tu en fais une confiture, quoi. Comme une confiture. Voilà. J'en ai beaucoup. J'ai des rosiers sauvages. Je pense que je vais les récolter voilà, c'est parti. pour faire aussi des confitures. Super. Ok, bon. Parfait. Je retiens. Alors ici, je vous amène les gopodes que nous avons cueillis tout à l'heure, quelques petites tomates du jardin, de la serre, et une ombelle de graines de semences d'aneth. Vous pouvez les goûter, c'est délicieux. On l'appelle le fenouil bâtard. C'est une plante bien de chez nous qui est de la famille du fenouil aussi. La même famille que les gopodes. Tu disais que le gopode avait aussi des ombelles. Oui, tout à fait, c'est de la même famille, des ombelles. Ouais. C'est ça, le principe de l'ombelle. Tu as une tige principale qui va tenir le bourgeon floral, et puis tu vas avoir chaque fleur ou groupe de fleurs qui partent du même endroit de la tige et qui font comme un parapluie, tu vois. Ce qui n'est pas la même chose qu'un corymbe de sureau, par exemple, où là tu peux avoir des embranchements à plein de niveaux différents. Ici, l'ombelle, c'est tous à la même distance quasiment de... Comme un petit parasol. Comme un petit parasol. Ouais, il y a beaucoup d'ombellifères et c'est beaucoup de tout ce qui est carvi, cumin, tu citais le cumin, l'aneth, le fenouil. C'est beaucoup des plantes, comme la coriandre aussi d'ailleurs, de la même famille. C'est des plantes qui ont beaucoup de propriétés digestives. Et en Inde, on parlait de la cuisine traditionnelle indienne, on donne toutes ces petites graines en fin de repas pour aider à digérer aussi. Alors ici, je propose juste une alternative au basilic en travaillant avec les gopodes, puisque c'est aussi un condiment qui peut être utilisé de façon très raffinée. Et donc on va juste faire une petite salade. Donc là, les tomates du jardin. De tomates du jardin, le dernière, voilà. Et de l'égopote du jardin. Et de l'égopote du jardin. Et alors je propose de mélanger aussi avec ceci, et je te propose de le faire, des poivrons jaunes, aussi les derniers de la saison, qui ont été rôtis dans l'huile d'olive. Okay. Et donc ça donne un petit goût un peu sucré et moelleux à la préparation. Et donc là, c'est très simple comme préparation. Rôtis à l'huile d'olive, donc tu les as rôtis alors, poêlés. je les ai poêlés. Donc j'enlève les pépins, j'enlève la peau parce que c'est riche en lectine, c'est irritant pour l'intestin. Et alors je les hache finement et je les poêle dans l'huile d'olive. Sans épices. Là, non, tout nature. Et donc le jus, c'est vraiment. Et tu peux tout mettre dedans. Le jus, c'est et vraiment. Le jus, c'est l'huile d'olive avec le jus de cuisson que les poivrons ont relâché. Et si tu veux, Colin, tu peux écraser quelques feuilles d'aneth quelques semences d'aneth dans le mortier. Là, tu peux défaire quelques 2-3 millions belles là. Et alors tu peux les coller. Voilà. Et donc on disait tout à l'heure, les gopodes, on l'utilise cru ou cuit. Il va vraiment dans toute forme d'utilisation. Mais quand il est tout jeune comme ça, il est très raffiné et il n'est pas encore trop fibreux. Et donc il va vraiment donner très très bien en aromate. Et c'est dingue en fait, parce que tout ce qu'on fait là, c'est fait main. Et donc en fait, t'as pas besoin de grand chose. T'as pas besoin de grand chose. Et quand tu manges, il y a tellement plus de sens et plus d'appréciation à ce que tu manges. Jeter ce que tu as fait, c'est tellement. C'est même pas possible. Et donc tu apprécies vraiment, tu goûtes avec beaucoup de bienveillance et de conscience. Ouais, c'est ça, beaucoup de conscience. Et en fait, c'est génial. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et aussi, je crois que ça amène une forme de fierté. Je pense qu'on peut être fier de temps en temps d'être capable de produire et de préparer sa propre nourriture. C'est quand même un besoin essentiel, celui de se nourrir, et d'être capable de cultiver ou de récolter, de reconnaître et de récolter, et en plus de le mettre en œuvre dans l'assiette. Il y a une espèce de reconnexion à quelque chose de profond, notre capacité à nous nourrir par nous-mêmes. C'est ça qu'on en discutait justement. Je sais que moi j'ai une grande peur de ne pas avoir assez à manger ou de ne pas pouvoir manger. Et en fait, savoir me dire que j'essaie de me débrouiller tout seul en forêt et pouvoir manger justement tout ce que la nature nous a proposé. C'est juste, ça me permet de me rassurer et de me sentir aussi légitime et capable. Donc c'est hyper intéressant. Et ça rejoint à une grande question qui me taraude dans mon métier, parce que on est en train de faire
le lien qui me semble essentiel, c'est celui de la terre à la santé. La terre dans le sens le sol vivant, jusqu'à la santé de l'humain et la santé de la planète Terre, en passant par le jardinage, par la cueillette, par la cuisine et par l'art de l'assiette. Et ça, on y est vraiment. Et puis il y a cette question à laquelle tu me permets de repenser, c'est comment est-ce qu'on va nous nourrir actuellement et prochainement et dans les prochaines générations sans pétrole? Parce qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, elle est dépendante du pétrole. Et quand on pense que 10 calories fossiles sont nécessaires pour produire 1 calorie alimentaire, c'est juste aberrant, c'est pas tenable, c'est pas soutenable, c'est pas durable comme système de production alimentaire. Et donc c'est réinventer notre manière de trouver notre nourriture et de la créer ou de l'imaginer. Et dans le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur les questions du changement du climat, ils disent vraiment dans le volet alimentation, on va devoir changer notre régime alimentaire. Changer notre régime alimentaire spécifiquement pour trouver des sources d'aliments et donc d'énergie, de nutriments qui peuvent être produits de façon beaucoup plus respectueuse de la terre. Et on parlait de forêt nourricière tout à l'heure, et la forêt nourricière, c'est vraiment une manière de produire tout ce dont on a besoin. On va aller produire des noix pour avoir des lipides, des tas de minéraux, d'oligo-éléments. On va produire des végétaux feuilles pour avoir des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des vertus médicinales. On va produire des racines pour avoir des formes de glucides, etc. Il faut savoir qu'à l'origine, on consommait la même quantité de glucides qu'aujourd'hui, proportionnellement à l'apport énergétique total de notre alimentation d'aujourd'hui, à la différence qu'on mangeait seulement 1% de notre apport en glucides sous forme de céréales qui étaient des céréales sauvages qui poussaient à l'état spontané. Et aujourd'hui, on mange quasiment 60% de notre ressource glucides sous forme de céréales. Or, la céréale, tu parlais de monoculture tout à l'heure, il n'y a rien de plus gourmand en énergie fossile, c'est de la monoculture, c'est pas des cultures qui sont autonomes et qui... Voilà. Donc pour moi, la forêt nourricière, et du coup ça rejoint le fait de se sentir en sécurité, de dire il y a des systèmes qui fonctionnent pour qu'on puisse trouver tout ce qu'on a besoin pour se nourrir sans porter atteinte à la santé de la nature et à la biodiversité. Et se dire que si à un moment il y a des catastrophes, on peut survivre, on peut se sentir en sécurité. Et alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, dans la grande surface, on achète beaucoup, trop je crois, par rapport à ce qu'on a besoin. Et en fait, en faisant ça, on a moins, mais on fait nous-mêmes, donc déjà on gaspille beaucoup moins, et puis on savoure beaucoup plus, et donc finalement on n'a pas spécialement besoin d'autant se nourrir, parce qu'on sait d'où ça vient, on sait ce que ça peut nous apporter, et on mange beaucoup plus en conscience. Et donc je crois vraiment qu'on peut réussir à manger moins, et manger sain et de qualité. Et plus riche en nutriments. Et plus riche, mais clairement. Et donc en quantité, en fait, on a notre quota de nutriments, mais en devant manger moins de ressources. Oui, et donc on doit déjà au niveau portefeuille, c'est tellement plus rentable, mais niveau aussi nature, en fait, on mange moins, donc ça veut dire qu'on pollue moins dans tous les transports et on gaspille moins, et puis pour la santé, c'est tellement plus riche, quoi. Évident. Moi j'ai un grand rêve, c'est que tous les champs en monoculture qu'on voit partout autour de nous se transforment en forêt nourricière. Génial. On produira beaucoup plus, on produit 5 à 10 fois plus de ressources alimentaires dans un système basé sur les systèmes liés à la forêt par rapport à la monoculture industrielle, quoi. Et tout en régénérant le vivant. Donc ça, c'est une première préparation. Vous voulez la déguster maintenant ou un peu plus tard? On peut faire une petite dégustation plus tard. On peut la déguster maintenant. Maintenant, ok. En tout cas, ça donne faim. Oui, d'accord. On va déguster, prendre le temps de la déguster. D'être plus à récolter ses propres légumes et de les cuisiner, ça demande à changer ses habitudes qu'on a de travail, de vie. Et toi, tu le fais de former des gens, de sensibiliser, de faire des vidéos, de sortir un livre bientôt autour de cette thématique. Tu vois que ça bouge autour de nous. Qu'est-ce qu'il faut comme petit déclencheur pour qu'on se mette à avoir un jardin ornemental, après se mettre à avoir quelques plantes dedans.
Quelles sont les petites étapes pour se lancer là-dedans? Ça commence par une prise de conscience et à partir du moment où on éveille, en fait je ne fais pas grand-chose, j'amène des sujets sur la table et j'ouvre à une manière de penser et à des réflexions qu'après les gens s'approprient ou pas selon s'ils en ont envie. Et à partir du moment où on ouvre cette porte de ces questions-là fondamentales, les gens, par définition, en tout cas ceux que je touche depuis quand même 20 ans maintenant, ils font pas de marche arrière. Ils ont ouvert la porte et ils ont juste envie d'aller plus loin. Après, chacun son rythme, c'est pas à pas chaque petite transition alimentaire et j'ai vraiment envie d'accompagner en groupe mais aussi de façon individuelle à justement comment vivre sa transition alimentaire personnelle de façon la plus confortable, dans le plaisir et dans la justesse de ce qu'on peut donner à chaque moment. Et donc, c'est prendre conscience qu'effectivement, on ne donne plus de temps à cet acte fondamental de se nourrir ou de cueillir sa nourriture ou de la produire, alors que c'est ce qui a c'est une des thématiques qui a le plus de sens dans notre vie, pour vivre mieux. Moi, je suis persuadée dans mon métier que l'alimentation influence notre manière d'être, notre manière de penser et notre manière d'être au monde, et donc de changer le monde comme on veut le voir. C'est Descartes qui disait je pense donc je suis. Moi j'ai envie de dire je mange donc je suis. Et clairement, notre manière de nous nourrir influence aussi notre équilibre psycho-émotionnel. Et donc la manière dont on a envie de mettre du beau dans notre vie et de prendre soin du vivant aussi. Et donc juste amener ces questions-là de base et chacun s'approprie ce sujet-là. Et donc effectivement, je travaille du lien de la terre jusqu'à la santé en passant par l'assiette, comme je l'ai dit, et la cuisine, le jardinage. Et donc les gens viennent chercher ce qu'ils ont envie de mettre en pratique. Et puis ça se fait, ça prend conscience. Et les gens ressentent ce que ça leur fait. Et en fait, ils sentent que c'est des plaisirs de base qui sont très nourrissants aussi. Et ça leur redonne de l'autonomie, de la résilience, Exactement. La convivialité. Convivialité. Et alors, c'est quoi le temps? Parce que finalement, en fait, je crois qu'il y a plein de personnes qui aimeraient faire ça. Mais par rapport au temps, concrètement, par jour ou par semaine, c'est quoi le... J'ai jamais chiffré, mais pour moi, c'est une question de priorité qu'on met dans nos vies et de ce qu'on a envie de faire. Alors voilà, peut-être que j'ai pas d'abonnement en salle de sport, comme beaucoup de gens, mais par contre, je fais mon sport dans le jardin et j'entretiens mon jardin. En plus, je suis en contact avec la nature, ça m'apaise, ça me fait du bien, ça me réancre. Plus on s'habitue à connaître son jardin, plus après les recettes vont vite aussi. C'est très rapide, voilà, c'est à force de faire, voilà, c'est ça. Et en fait là, je vous montre des petites démos hyper simples qui sont juste en fait le fait de rassembler certains aliments. Alors c'est vrai que les personnes parfois sont un peu inquiètes de dire mais moi j'ai pas cette créativité ou cette imagination, mais en fait ça vient quand on est doux avec soi-même, on prend conscience, on commence à répéter des petites choses qu'on a vues à gauche, à droite, et puis à un moment donné, comme ça, on se dit « Ah mais tiens, je mettrais bien tel aliment ou tel ingrédient avec celui-là. » Et ça vient. Alors moi, c'est mon métier, c'est un peu facile à dire, et puis c'est une passion depuis que je suis toute petite aussi. Je suis en contact avec les plantes depuis que je suis toute petite, autant celles qui soignent que celles qui nourrissent. Mais ça s'apprend. Et il y a des livres, effectivement, qui nous accompagnent. Et on a perdu complètement le fait de chacun puisse, nos grands-parents puissent nous expliquer tout ça, toute cette culture, parce qu'en fait c'est complètement un monde à part. Il y a énormément de choses à savoir. Mais ce qui est génial, c'est qu'on apprend tout le temps. Il y a tout le temps des choses, et sur toutes les plantes, il y a 36 000 bonnes choses pour nous. Et donc, c'est juste une mine d'or toujours. Et là, tu es en train de mettre le doigt, pour moi, sur une responsabilité que nous avons. Une responsabilité de reconnaître, d'honorer, de perpétuer et de transmettre les gestes que nos anciens nous ont pratiqués et qui ont fait qu'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils vivaient en connexion avec la nature, avec les ressources de la nature. Et donc je pense que j'aime pas le mot devoir, mais c'est une forme de responsabilité, Et pour les nouvelles générations. Et pour les nouvelles générations. Et ils adorent. Je donne aussi des ateliers dans les écoles et c'est un public qui boit ce genre d'informations. Et voilà, pour moi, ça devrait rentrer dans le cursus des écoles. Oui, c'est ça, finalement, entre les maths. Est-ce que vous voulez goûter Je vous interromps pour ce plat qui nous attend. Moi, j'y vais. Oui.
Hop là. Moi, je trouve ça bon. J'ai déjà mangé une cuillerée, ouais, très fin et un peu Frais, simple. citronné, mais... Et c'est dingue, on a mis 4 ingrédients. 4 ingrédients et la saveur qui donne ensemble. Ouais, il faut pas beaucoup pour que ce soit nourrissant et agréable. Ouais. On passe à la suivante. Ici, on va dresser sur des petites crêpes à l'épeautre une forme de pesto réinventé avec les noix du jardin qu'on est en train de concasser. Je vais te les prédécouper, tu vas pouvoir les broyer dans le mortier. Elles sont toutes fraîches, j'adore quand elles sont toutes fraîches, elles sont encore toutes moelleuses. Hop. Et alors on va écraser avec ce pesto, voilà, tu peux commencer avec ça. On va écraser aussi des feuilles de mauve, mais les jeunes pousses de mauve. Hein, vous voyez ces plantes qui font des jolies petites fleurs mauves, comme le nom l'indique. Que tu as devant. Que j'ai devant là. Et en fait, ça fait partie des plantes qui contiennent beaucoup de mucilage. Et le mucilage, c'est une molécule qui crée du gel une fois qu'on le mélange avec de l'eau. Et donc ici, avec le liquide et les eaux des autres plantes, ça va créer une espèce de consistance un peu gélatineuse et qui va lier. Et en plus, c'est délicieusement... je peux te faire goûter. C'est tout frais. Merci. Mon beau-père, il me dit souvent, quand je lui ramène des herbes de son jardin, il me dit mais tu me fais manger mon jardin. Mais en fait, c'est vraiment ça, on mange le jardin. C'est tellement bon. Voilà, ici vous avez des capucines. On n'est pas habitué, on se rééduque à manger dans le jardin. Ici, on est sur des feuilles de capucine, hein, vous connaissez bien. Et là, on va manger de tout. On va manger les fleurs, les feuilles, les tiges. Et alors, je vous ai préparé une petite conserve au vinaigre. Ça va aller dedans ? Non, mais on va le manger à côté. Ou alors, on va pas l'écraser dedans, mais on peut l'ajouter par-dessus. Donc, c'est de la capre de capucine. Voilà, c'est des capres de bourgeons, en fait, de jeunes fruits. On le récolte quand il est encore tendre. Je vais vous faire goûter. Donc là, on le fait macérer simplement dans du vinaigre, un peu d'eau et du sel. Ok. Si tu veux en goûter un. Oui. Ça suffit au niveau où tu veux que ça soit Non, beaucoup plus... tu peux vraiment bien broyer. Ouais. Je t'en remets peut-être. Un petit capre. Ouais, 2. Ouais. Voilà, je mets un tout petit peu de shoyu quand même. Ça, c'est chouette d'avoir un petit salon naturel et fermenté. C'est costaud, hein? Oui, c'est très bon la capre et en même temps tout l'arôme de ta petite sauce. Je mets un petit peu d'huile de noix. Ouais. Et alors tu viens de rendre un manuscrit pour un livre. Donc là, on est vraiment dans ce lien de la terre à la santé, mais au cœur des plantes aromatiques. Ces plantes qui ont des arômes les plus fabuleux les uns que les autres. Les plantes de chez nous. Des plantes aromatiques, tout à fait. Des graines. Exactement, de chez nous. Et donc, je parle dans ce manuscrit, dans ce manuel. En fait, c'est de la collection Résilience aux éditions Ulmer. C'est une collection très optimiste sur le changement de notre paradigme et qui veut accompagner le lecteur à réinventer un art de vivre de façon autonome et en contact avec la nature, en lien avec la nature. Et donc je propose 33 plantes, des fiches d'une trentaine d'herbes aromatiques où je vais donner un peu d'histoire, une manière de les reconnaître. Je parle aussi de toutes leurs vertus médicinales, de tous les usages culinaires qu'on peut en faire et de A à Z comment les cultiver, de la culture, l'entretien, la récolte et même les services qu'elle peut rendre au jardin, en association par exemple avec les autres plantes potagères par exemple. J'ai hâte que ça sorte. Et donc ça sera des choses des fiches techniques assez faciles pour se saisir de ces plantes. C'est un manuel vraiment de A à Z et qui est pour autant le débutant que le connaisseur. C'est vraiment une espèce de... Cette collection, elle veut être une espèce d'encyclopédie de la vie postmoderne. Et donc c'est vraiment des petits manuels très pratico-pratiques de A à Z, comme je disais. On va mettre ça pour encore amener de la verdure.
Voilà. C'est tout de ce que j'aurai à l'intérieur? On voit que tu arrives à une bonne consistance là. C'est une consistance que j'aime bien, qui reste quand même avec une texture ferme. Regarde comme c'est beau. C'est bien mélangé. Donc les saveurs sont bien mélangées l'une avec l'autre. Et puis en fait, on... Hop, hop. Et voilà. Une petite crêpe au pesto du jardin. Waouh. Et nous attend. très riche en nutriments. Hein. Les oléagineux nous apportent, c'est des bombes nutritionnelles. Hein. Il faut vraiment J'aime réintroduire les oléagineux dans notre alimentation parce que ce sont des bombes nutritionnelles. Merci. Je vais partager avec vous. Hein. Oui. On regarde pour Arthur. Bien sûr, bien mérité. Voilà. Eh ben, bon appétit. À notre santé, hein. Oui. Du jardin. Avec toutes ces plantes, tout ce potentiel de plantes, on est sur des textures, des saveurs, des parfums, des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude et en fait on se retrouve avec un espace de possible incroyable. Il y a beaucoup de restaurants gastronomiques qui s'emparent du monde des plantes sauvages aussi et aromatiques parce que ça ouvre vraiment des dimensions magnifiques. Ouais, dingue. Donc c'est bon, ce goût de noix avec l'huile de noix et les noix, de tout combiné. Ce goût croquant avec le pancake. Ouais, franchement, ça donne envie en tout cas. Ça donne vraiment envie. De revenir chez Pauline, Ouais. on va les petits ateliers, de découvrir ton livre avec les différentes arômes aromatiques de nos jardins qu'on peut planter. Et on peut te retrouver sur internet, un site internet. J'ai un site internet de mon nom, paulinedevogel.be. J'ai un compte Instagram que je nourris chaque semaine avec plein de petites recettes, des petites découvertes. recettes, des trucs astuces sur le jardin nourricier, sur la permaculture, sur la diététique. Je m'amuse bien et donc autant que ça serve. Hein. Et Colin, toi, tu te formes à différents métiers guide nature, interprète nature, environnement. Et on a décidé de faire quelques vidéos ensemble quand c'est des vidéos sur la nature. Donc là, on est venu à l'automne, ça sortira en hiver. On viendra peut-être dans ton jardin à un autre moment et d'autres explorations nature ensemble. Bah oui, je suis toujours curieux de nature, d'apprendre de ça, qui en fait, il nous en faudrait 1000 pour à peine effleurer le sujet de la nature. Donc c'est juste incroyable de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir toutes ces connaissances hyper intéressantes et qui donnent envie à fond de pouvoir après aller dans son jardin et retrouver ces plantes pour pouvoir les manger, les cuisiner ensemble et se nourrir avec quelque chose de sain et juste de magnifique, quoi. Je repars avec cette envie d'aller voir si j'ai des égopodes dans mon jardin. Voilà, c'est ça. Des lierres terrestres, ça. Oui. Mais oui, merci beaucoup. Avec plaisir. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Bonne suite. Moi, j'espère. Avec plaisir. Merci. Merci. Voilà. Bon, il y a un peu d'herbe qui vient aussi, hein, mais ça fait le charme. Ça fait le charme. Petit coup croquant. Ouais. Ça fait combien de temps que ça macère? Ça fait une demi-heure, ouais. Mais on l'a dit, plus on laisse longtemps, plus ça... Oui. Demain, elle a encore un parfum. Allez, Chine, à cette petite découverte de ton jardin, Ouais, merci. avec joie. Merci d'être venu. Merci à toi. C'est bon, hein? Waouh. On a des plantes dans la bouche. Ben, jusqu'à manger et boire, quoi. Bah oui. Bah oui. On va où? On mange et on boit.